Très bien. Et donc, avant la pause, on en était où? Il me semble qu'on était dans les connexions subséquentes, mais alors te dire exactement où, je ne saurais pas. Mm. Oui, les conditions subséquentes. Pourquoi est-ce qu'on parle des conditions subséquentes? Parce que c'est le deuxième moment d'une connexion. Ouais. Et, et parce que aussi dans le texte, on parle, en fait, ils ont choisi de parler d'abord des conditions qui réalisent leurs objets, ouais. Oui. Ouais. Donc, il y a, parmi toutes les conditions qu'on connaît, il y en a plusieurs qui réalisent leurs objets, ouais. Qui sont? Les Bah, directs. toutes les directes. Hein. Ouais, toutes les directes réalisent nécessairement leurs objets. Ah, toutes les directes. Ah oui, d'accord. Toutes les conditions directes et non erronées. Ouais, ok. Donc, par exemple, est-ce qu'une cognition inattentive, elle Non. est directe et non erronée? Oui. Mais est-ce qu'elle réalise son objet? Non. Non, non, il Ah, faut qu'elle soit avérée. oui. Mm. Ok. Donc, ça veut dire que là, le texte, il est en train de faire une distinction. Il dit, voilà, toutes les cognitions qu'on peut avoir, certaines réalisent leurs objets, d'autres non. Ouais, donc, il commence par parler de celles qui réalisent leurs objets. Et parmi celles qui réalisent leurs objets, on a les perceptions directes qui sont valides, les perceptions directes qui sont subséquentes et les cognitions inférentielles. Ouais. Mm. Ouais, comme ça, vous pouvez voir à peu près en effet que ces cognitions-là réalisent leurs objets, alors que celles qui viennent après ne réalisent pas leurs objets. Ouais, c'est ça, c'est une première démarcation qui est faite, ouais. Ouais, ok, très bien, donc on avait les perceptions directes, et donc ça, vous connaissez par cœur, il y en a combien? 5, hein, je crois. Toutes les Ouais, sensorielles et La yogique, elle peut être oui. directe aussi. oui, elles peuvent ou elles le sont nécessairement? Elles le sont nécessairement. Ouais, ok, donc ça donne plus que 5 alors? Un peu plus. Ouais. Ça fait 6, 5 et un 6. Ça fait 6. Ok, et c'est tout, il n'y en a pas plus que ça. Les Ouais. directs. Bah, bah vas-y. Ouais. Quand on divise les perceptions directes, on peut les diviser en 4. D'accord? Vous n'êtes pas sûr? Si. Oh, si, on est d'accord avec toi. Ouais. Et si on les divise en 4, c'est quoi cette division en 4? 4. Alors moi, Je sais plus. non, Ouais. moi non plus, je sais plus. Là. On a les perceptions directes sensorielles. Oui. Ensuite, on a les perceptions Il y a directes mentales. l'autocognition et Ouais. puis, comment on appelle ça? Ah zut! Ceux qui sont clairvoyants, en fait, aussi, non? Ça peut pas être une perception directe, mentale, Mentales. ouais. Voilà. Exactement. Oui. Oui, mais ça, c'est mental. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est une subdivision en 4. Voilà, oui. Ouais. Ouais, on a les perceptions directes. Donc, perception directe, vous connaissez la définition par cœur. Mhm. Conditions Oui. libres de conceptualisation et non erronées. Mmh. Ouais. OK. Donc, soit elles sont nées en dépendance d'une condition dominante non commune qui est une faculté physique, et donc ça va être des perceptions directes sensorielles. Mhm. Soit elles naissent en dépendance d'une condition dominante non commune qui est une faculté mentale, et donc elles seront des perceptions directes mentales. Ouais, ouais. Soit elles viennent de manière automatique. Ouais. Et à ce moment-là, ce sont les autocognitions. Ouais. Oui. Les perceptions directes autocognitives. Ouais, c'est le troisième catégorie. Ouais, ça vous parle? Oui. Et soit elles viennent en dépendance d'une condition dominante non commune qui est une pratique méditative. Ouais, donc elles seront à ce moment-là des perceptions directes yogiques. Ouais, ça joue? Oui. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu une ère cosmique qui s'est Ah oui. passée entre Il y a une le année, avant le une année, ouais, ouais, tout
Oui, alors juste, je te demandais de faire un tout petit rappel, parce que quand tu dis les autocognitions sont automatiques, tu peux juste redévelopper un petit peu cet aspect-là? Ouais, c'est que l'autocognition, c'est l'aspect appréhendant. Ouais. Dès qu'il y a une perception directe, on va dire, oui, dès l'instant où il y a une perception directe, normalement, il y a un aspect qui se présente à l'esprit. Ouais. Mhm. Un aspect, ça veut dire quoi? Que la conscience prend la forme, d'une certaine manière, de l'objet qu'elle est en train d'appréhender. Et donc, cet aspect, il a un côté pile et un côté face. Mhm. Ouais. Un côté pile qui se tourne vers l'objet, ça, c'est l'aspect appréhendé, et un côté face qui se tourne vers le sujet lui-même. Ouais. L'aspect appréhendant. Ouais. Et donc, c'est cette partie-là de cet aspect, l'aspect appréhendant, qui est donc automatique et qui est en train de percevoir, la conscience en train de percevoir un objet. Là, Ouais. ça. Mhm. C'est ça l'autocognition, non? Mhm. Ouais. Très bien. Et donc, on a en effet, soit ces perceptions directes sont nées en dépendance d'une faculté physique, donc elles sont sensorielles, soit elles sont nées en dépendance d'une faculté mentale, ce sont des perceptions directes mentales, soit elles viennent de manière automatique, c'est l'aspect appréhendant, c'est l'autocognition, soit elles viennent en dépendance d'une pratique méditative, et donc on parlera des perceptions directes yogiques. Ouais. Mhm. Donc ce sont les quatre divisions générales des perceptions directes. Ouais, ouais, ça Ouais. joue. Après, Oui, on peut oui. encore subdiviser. Ouais, les perceptions directes sensorielles, elles sont divisées en 5. 5. Ouais, Mhm. c'est facile. Ouais. OK, très bien. Bravo, bravo. Eh ben, c'est super tout ça. OK, donc soit une perception directe et donc une perception directe est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée, mais elle ne réalise pas nécessairement son objet, une perception directe. Vous êtes d'accord? Oui, si elle est inattentive, Mhm. elle ne peut pas réaliser son objet. Voilà, si elle est inattentive, elle ne peut pas réaliser son objet. Ouais. Donc, si on met de côté les inattentives, à ce moment-là, toutes les autres sont nécessairement des cognitions qui réalisent leurs objets, soit au premier moment, quand elles sont valides, soit au second moment, au troisième moment, etc., quand elles sont subséquentes. Ouais. Mhm. Bravo, c'est un petit résumé de ce qu'on a fait jusque-là. Ouais. Très, très bien. Et on était à la page, je vais vous dire ça. On était à la page, vers la page 132, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. OK, on a parlé à un moment donné de la cognition omnisciente. Ouais, on a parlé de ça, ouais, vous vous souvenez? Oui. On parlait de la sagesse omnisciente d'un Bouddha, etc., qui est nécessairement une cognition valide, etc., etc. Ouais, OK, très bien. Et on arrive à la fin de ce chapitre-là, qui donne quelques informations, mais c'est pas très compliqué. OK, donc là, il dit, deuxième partie de cette page 132. On pourrait débattre cette affirmation qui soutient que les consciences omniscientes sont des cognitions valides. Prenant comme sujet le second moment d'une conscience omnisciente, on pourrait dire le second moment d'une conscience omnisciente est une cognition subséquente parce qu'elle s'engage vers un objet qui a déjà été réalisé par un premier moment de conscience omnisciente. Ouais, on pourrait Mhm. dire ça. On peut le dire. On peut le dire. Certains l'ont dit. Apparemment. Ok. C'est pour éviter de tels débats que la définition du texte spécifique une cognition subséquente est une cognition qui n'est pas une cognition valide. Ouais, dans ici la définition qu'on a donnée par Geshe Japel Sapel, c'est ce qu'il dit. Ouais. Il dit qu'il n'est pas une cognition valide. Ok. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres manuels. Par exemple, si vous lisez l'anglais Recognizing Reality, j'arrête pas d'en parler, c'est la Bible de l'épistémologie bouddhiste. Et donc, à la page, je crois que c'est 544 ou quelque chose comme ça, ou pas, peut-être pas. Si, c'est ça. Où il donne d'autres définitions, ouais, de la cognition subséquente qui rejoignent cet aspect-là, ouais. Ouais, il donne une autre définition, par exemple, donnée par Panchen Sonadjakpa, ouais. Ouais. C'est Tsemin Girikpa. Ouais, à chaque fois dans la définition, il y a une cognition qui n'est pas une cognition valide. Tsemin Girikpa. Et une autre définition qui est donnée dans Kunkien Jamyang Shepa, par Kunkien Jamyang Shepa, Japon Goman.
De la même façon, dit Semin Gimilo Sheba, une condition infaillible qui n'est pas une condition valide, etc. Ouais. Donc, ça fait partie de la définition qui est donnée. OK. Donc, il y a plusieurs manuels qui donnent comme définition d'une condition valide, pardon, d'une condition subséquente, une condition qui n'est pas valide. Ouais. OK. Et donc, c'est pour, justement pour éviter ce type de débat par rapport à la cognition omnisciente. Ouais, parce que certains diront, le premier moment d'une cognition omnisciente qui réalise une phrase ou du bleu ou je ne sais quoi, c'est une cognition valide, elle réalise son objet. Les moments subséquents sont des cognitions subséquentes, mais restent valides. Donc ça pose question. Ouais, ça pose question. Ouais. Donc c'est pourquoi beaucoup disent non, une cognition subséquente ne peut pas être une cognition valide. Ouais, tout simplement. Hmm. Ok, très bien. Euh, ok. Certains disent en effet qu'elle est valide dans la mesure où un nouveau continuum de perception directe est généré. D'autres disent qu'elle n'est pas valide puisqu'elle s'engage vers un objet en s'appuyant sur la force de la perception directe antérieure. Ouais. Si l'on Euh, considère que l'on se familiarise avec ce qui a déjà été perçu, on peut penser qu'il s'agit d'une cognition subséquente. Ouais. Mais si l'on considère qu'il s'agit d'une conscience nouvelle qui s'engage vers un nouvel objet, il s'agirait d'une cognition valide. Les deux points de vue peuvent être défendus de façon argumentée. Ouais, donc c'est juste ça. Mais comme on a vu précédemment, les maîtres tels que Gyaltsab-je ou Gelugje, etc., disent normalement n'importe quel moment d'une cognition omnisciente doit être une cognition valide, doit réaliser son objet par son propre pouvoir. Ouais. Et donc c'est juste un mini débat qu'on a ici, tout simplement. Ouais. C'est pas Oui, très important. Ouais. je crois, enfin, si je relis mes notes, Hmm. j'ai terminé par le fait que j'avais marqué qu'une condition omnisciente du Bouddha était obligatoirement valide et qu'il ne pouvait pas y avoir de condition subséquente. Mais il y a un Oui. débat par rapport à ça, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement parce que si, si on a un continuum de conscience omnisciente, par exemple, qui réalise une fleur, et ben, il y a le premier moment, ok, et puis il y a les moments ultérieurs qui continuent de réaliser cette fleur. Ouais. Et donc, les moments ultérieurs, d'une certaine manière, dépendent du premier moment, parce que s'il n'y avait pas le premier moment, il n'y aurait pas les moments 2, 3, 4, etc. Ouais, donc certains diront, bah, les moments ultérieurs sont des conditions subséquentes, mais restent valides dans le continuum d'un Bouddha. Ouais. Alors que d'autres diront non, non, ça ne peut pas être des conditions subséquentes. Pourquoi? Parce qu'elles réalisent, elles continuent de réaliser leurs objets par leur propre pouvoir. Ouais. Donc c'est pourquoi il y a ce mini débat qui existe là, mais qui me semble pas si important. C'est juste, est-ce qu'il est possible de trouver dans la conscience omnisciente d'un Bouddha des conditions qui ne seraient pas valides? Ouais, c'est ça qui est posé comme question en fait. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut dire que de toute façon, un Bouddha est capable de réaliser les deux simultanément? De réaliser les deux, comment ça? Les subséquentes et les omniscientes en même temps. Oui, alors alors justement, la question se pose, est-ce qu'il y a des conditions subséquentes dans le continuum d'un Bouddha ou pas? Ouais, Oui. c'est la question qui est posée. Il y en a qui diront oui, c'est possible, d'autres diront bah non. Et donc c'est à nous de choisir. Oui, on Ouais, va choisir. ouais, pile ou face. Ouais. C'est pas choisir ça, hein. Mais à ce moment-là, si on choisit, il faut à ce moment-là argumenter. Ouais, Ouais. si on dit, bah si, il y a des conditions subséquentes dans le continuum de Bouddha, pourquoi? Parce que les moments 2 et 3 dépendent nécessairement du premier moment. Ouais. Mm. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu de premier moment, il n'y aurait pas de moments 2 et 3. Et d'autres diront, oui, d'accord, c'est les moments 2 et 3, mais ces moments 2 et 3 sont juste, comment dire, dénombrés comme ça, mais en réalité, elles continuent de réaliser leurs objets par leur propre pouvoir. Donc ça veut dire qu'une condition valide est suivie par une condition valide, qui est suivie par une condition valide, qui est suivie par une condition valide. Il n'y a pas de condition subséquente. Mm. Ouais, même si c'est le même objet qui est réalisé, d'une certaine manière. Ouais, ça peut poser question, en effet, oui. Ouais.
Et c'est vrai que tout ce qui relève du domaine de la conscience omnisciente, ça peut nous échapper. Enfin, en tout cas, moi, ça m'échappe Ah beaucoup. bah oui, ça doit vous échapper. Oui. Parce que c'est quand même, oui, c'est quand même très difficile de le discerner juste comme ça par la raison. Ouais. Ok, Mm. très bien. Si l'on considère que l'on se familiarise avec ce qui a déjà été perçu, on peut penser qu'il s'agit d'une cognition subséquente. Mais si l'on considère qu'il s'agit d'une conscience nouvelle qui s'engage vers un nouvel objet, il s'agirait d'une cognition valide. Les deux points de vue peuvent être défendus de façon argumentée. D'autres encore disent qu'aucune perception directe yogique n'est subséquente et que toutes sont des cognitions valides. Alors ça, par contre, ça poserait question. Ça poserait question. Ouais. C'est-à-dire qu'une cognition, une perception directe yogique ne pourrait pas être subséquente et serait nécessairement une cognition valide, ça pose question. Parce que c'est ce qui n'est pas accepté en général. En général, on dira que les perceptions directes yogiques peuvent être divisées en deux. Soit elles sont des cognitions valides, soit ce sont des cognitions subséquentes. Elles ne peuvent pas être inattentives, par contre. Ouais. Mais elles sont soit des cognitions valides, soit des cognitions subséquentes. Donc dire qu'une perception directe yogique est nécessairement une cognition valide, ça pose question. Ouais. Dans ce cas-là, oui, c'est plus facile de le remettre en question. Ok, très bien. Donc Lathiane Potier va dire son point de vue. Il dit personnellement, je pense que si l'on médite de façon continue sur un objet tel que l'impermanence du son, le premier moment de perception directe est une cognition valide et que tous les moments subséquents de ce continuum spécifique de méditation sont des cognitions subséquentes. Ouais, c'est ce qui sera généralement accepté de toute façon. Ouais, ok. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, on a tendance, à préférer une cognition valide par rapport à une cognition subséquente, en se disant une cognition subséquente puisqu'elle est pas valide, c'est un petit peu inférieur, mais en réalité, c'est ce qui permet le développement méditatif. Mm. Ouais, quand vous méditez sur, votre propre impermanence ou vous méditez sur le non-soi et cetera et cetera. OK, le premier moment peut être une cognition valide, inférentielle, ouais, mais les moments ultérieurs sont très, très importants parce que si on devait s'arrêter qu'à un seul moment, tous pour le au prétexte que ce seul moment, ce seul premier moment est une cognition valide, comment est-ce qu'on pourrait se familiariser avec le non-soi? Comment est-ce qu'on pourrait se familiariser grâce à la méditation avec l'impermanence, et cetera? Ouais. Donc les moments de cognition subséquente sont très, très importants aussi. C'est ce qui permet le développement méditatif, non? Oui. Ouais, OK, très Mm. bien. Donc si l'on arrête la méditation quelque temps et on y retourne plus tard, réalisant à nouveau et directement son objet de méditation, alors le premier moment de perception directe est encore une cognition valide et les moments suivants, des cognitions subséquentes. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on retourne sur l'objet, ça devient nouveau à chaque fois, non? Mm. Ouais, OK, très bien. Mais je ne pense pas qu'il en aille de même pour une cognition omnisciente. Mm. Celle-ci s'engage vers son objet du fait d'avoir éliminé les deux obstacles à la libération et à l'omniscience, donc les deux voiles, et Mhm. donc par sa propre force et non par la force des moments précédents de méditation, de réalisation. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, une conscience omnisciente réalise son objet par son propre pouvoir. C'est ça la force d'une cognition omnisciente, ouais. Mm. Sur les voies de l'apprentissage, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des voies des apprentis? Euh, c'est la préparation et l'accumulation. Ouais, c'est tout? Il n'y a que ça? Bah, euh, Euh, c'est un sagesse et être mérite. ordinaire. Qu'est-ce que après les visions, ils ont déjà la vacuité, donc Ouais. Sur les voies de l'apprentissage, ouais. Vous C'est là. savez qu'il y a ah les bah alors voies il y a vision et méditation. Alors qui sont aussi. inclus alors? Exactement. Ouais. Quand on parle des 5 voies, vous les connaissez par cœur? Oui. Non. Oui. Ouais, les 5 voies. Ben, accumulation, préparation, vision, méditation au-delà de l'apprentissage. Et on est un peu là, à Ouais. ce niveau-là. Voilà, les 5 voies, ouais. Mm. Non? Oui. Mm. Bravo, Fab. OK. Ouais, quand vous avez par exemple dans le mantra du Sutra du cœur, ouais, Tadhyata Om Gate Gate Paragate Para Samgate Bodhiswaha,
Le gâté, gâté, c'est voie de préparation, voie d'accumulation et voie de préparation. Ouais. Ensuite, paragate, c'est la voie de vision. Ensuite, parasamgate, c'est la voie de méditation. Bodhiswara, c'est la voie au-delà de l'apprentissage. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, parmi ces 5 voies, seule une est au-delà de l'apprentissage. Il n'y a Oui, plus rien à apprendre. La personne a Mhm. obtenu son résultat, son fruit spirituel, ouais. Mhm. Que ce oui. soit l'état d'Arat ou l'état de Bouddha, non? Mhm. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire que tant que cette personne n'est pas encore sur cette voie d'un non-apprenti, elle est nécessairement un apprenti. Mhm. Elle s'entraîne sur la voie, ouais, à réaliser son fruit spirituel. Ok. Et donc, sur la voie des apprentis, ça veut dire quoi? Sur les 4 premières voies. Ouais, ça vous parle? Mhm. D'accord. Ok. Ouais. Mais Ok. attends, excuse-moi, j'ai une question par rapport à ces voies. Pour entrer sur ces voies, est-ce qu'il faut avoir le renoncement spontané au départ? Nécessairement. Nécessairement. Donc, quand on aspire à l'esprit d'éveil, on n'a pas le renoncement en fait. On veut créer les causes pour avoir le renoncement et pour rentrer dans ces voies, pour pouvoir avancer. Ce qu'il faut voir, c'est que la définition d'une voie, c'est une claire réalisation qui est conjointe à la pensée du renoncement. Ouais. Nyejungi samba simbengonto, c'est la définition d'une voie. Ouais, c'est une claire réalisation conjointe à la pensée du renoncement. Donc ça veut dire que même une voie marianiste doit nécessairement être conjointe à la pensée du renoncement. Ouais, ça veut dire qu'un bodhisattva qui recherche à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, il doit lui aussi chercher à échapper à la souffrance et à ses causes. Mais Ouais, la pensée, c'est conceptuel, c'est pas réalisé forcément. C'est une pensée. ouais. Alors, on pourra dire que toutes ces réalisations, toutes ces claires réalisations sont conceptuelles. Bodhicitta est conceptuelle, même si elle est spontanée dans l'esprit d'un bodhisattva. Non? Sûrement. Je sais pas. Oui, souvent, on a tendance à se dire si c'est spontané, c'est plus conceptuel, mais en fait, pas nécessairement, ouais. Ouais, Ouais. Ce qui me quand on dit concerne, c'est si. conceptuel, hein. Ah, pardon? En ce qui me concerne, c'est conceptuel, Ouais. Ishita, obligatoirement. Ouais, parce que dans le cas des non-bodhisattvas, c'est artificiel, bodhicitta. Ouais, c'est issu de la Mm. méditation. On s'entraîne, on en essaie de méditer les 6 causes et un effet, ou l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, ou un mélange des deux, etc. Et on essaie de générer le sentiment de bodhicitta, même si c'est un vrai sentiment, hein, mais ce vrai sentiment est issu de la méditation, donc il reste artificiel. Mhm. Ouais. Alors que dans le continuum d'un bodhisattva, bodhicitta est spontané, c'est-à-dire que dès l'instant où il voit des êtres, sa bodhicitta est générée. Il a envie d'obtenir l'éveil pour que tous ces êtres soient débarrassés de la souffrance et obtiennent l'éveil. Ouais. Donc ça, c'est spontané. Il n'a plus besoin de méditer, il n'a plus besoin de s'efforcer. C'est spontané. Malgré tout, ça reste conceptuel. Mhm. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut être conceptuel si tu n'as plus besoin de méditer. Ça veut dire que Mm. quand tu n'as plus besoin de méditer, c'est en toi, en fait. Je veux dire, ça s'impose sans avoir une pensée, en fait. Et Oui, pour moi, conceptuel, c'est réfléchir. Alors que oui, si c'est dans ton cœur, tu réfléchis plus. Enfin, je ne sais pas oui. comment, si tu comprends ce que je veux dire, mais On pourrait dire que si on réfléchit, c'est nécessairement conceptuel, mais si c'est conceptuel, on ne réfléchit pas nécessairement. Ouais, par exemple, si on visualise la déité, par exemple, vous pratiquez le yoga de la déité, il y a un concept qui est là, mais est-ce que vous analysez, est-ce que vous réfléchissez? Non, vous êtes sur une image statique d'une certaine manière, non? Et Ça dépend. cette image, c'est conceptuel. Mhm. oui, 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 Ouais. oui. Donc oui, on dira en effet que parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se poser la question. Ouais, dans ces différents types de cognitions qu'on a, on a soit des perceptions directes valides, soit des cognitions inférentielles, soit des cognitions subséquentes, soit des suppositions correctes, soit des cognitions fausses, soit des doutes, etc., etc. Ouais. Et donc, il faut bien classifier bodhicitta dans l'une de ces 7 types de cognitions.
dans l'un de ces 7 types de cognition. Ouais, bodhicitta, c'est quoi? Est-ce que c'est une cognition fausse? Non, j'imagine que non. Est-ce que bodhicitta est un doute? Non, non plus. Est-ce que bodhicitta est une cognition valide? Ça poserait question, etc., etc. Donc, c'est intéressant de se poser ce type de questions. Où va le renoncement? Où va bodhicitta dans ces 7 types de cognition? Alors, c'est toujours un concept au départ, alors, en fait, puisqu'on travaille sur... Enfin, c'est une idée. Oui, Et de cela, cette idée, on la fait sienne. On la oui. enfin, c'est ça, c'est donc tout est conceptuel, alors. Enfin, Alors, tout est conceptuel jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ouais. au-delà de C'est-à-dire qu'un l'apprentissage. oui, exactement. Seul un Bouddha n'a plus de concept. Ouais, seul un Bouddha n'a plus du tout de concept. Mais tant qu'on est un non-Bouddha, on a encore des concepts. Donc j'imagine que bodhicitta reste conceptuel, euh, même si ça reste une conscience principale. Hein, dans la tradition de Seragye, dans la FPMT, on dira que bodhicitta, c'est une conscience principale. Vous savez qu'il y a une différence entre conscience principale et facteur mental. Ouais. Ouais, un facteur mental ne sera jamais une conscience principale, une conscience principale ne sera jamais un facteur mental. Ouais. Ça veut dire que la compassion, par exemple, c'est un facteur mental. C'est pas une conscience principale. Ouais. Cette compassion, ce facteur mental imprègne une conscience principale, une conscience mentale, ouais, mais n'est pas cette conscience mentale. Ouais. Et donc, bodhicitta est considéré comme étant une conscience principale. Mais cette conscience principale n'est pas nécessairement non conceptuelle. C'est pas Et parce que la c'est une conscience conscience, ouais. pardon, la conscience principale, c'est les 5 consciences sensorielles plus la conscience mentale, c'est ça, non? Ou Ouais, pas? exactement. Ouais. Bah, alors, bodhicitta, tu viens de dire, au départ, c'est une conscience conceptuelle, donc je pourrais la mettre dans les consciences mentales. Mental. Et après, tu dis, c'en est plus. Mais ça reste quand même une conscience principale. Alors, on la met où? Alors, c'est une conscience principale, et donc, cette conscience principale, elle est conceptuelle pour les non-bouddhas, donc Oui, ça reste une conscience mentale, oui. puisqu'elle est conceptuelle, et pour le Bouddha, ça reste une conscience principale, mais c'est une conscience mentale non conceptuelle. Eh, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait dire, si on remplaçait bodhicitta par altruisme, par exemple, Mhm. je ne sais pas si c'est possible d'associer les deux de cette manière-là, mais si on parlait de l'altruisme qui est d'un point de vue naturel au vivant, à l'être vivant, je pense que naturellement, on pourrait dire à ce moment-là que l'altruisme ou la bodhicitta, ça serait quelque chose d'inné, enfin d'inhérent au vivant. Alors que la bodhicitta relative, en fait, conceptuelle, ça serait l'aspect foi, l'aspect confiance dans le dharma, qui fait qu'on développe cette pensée conceptuelle. Ça fait sens, ce que je Mhm. dis? Oui, on pourrait dire que l'altruisme, l'être humain naît altruiste. Ouais, et donc ça veut dire que l'altruisme, quand on parle d'altruisme, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. Ça peut renvoyer à la bienveillance, ouais, ce qu'on entend dans le bouddhisme comme étant maitri, ouais, l'amour bienveillant, l'un des 4 incommensurables, par exemple. Ouais, on peut parler de compassion, ouais, la compassion, karuna, la compassion. Donc c'est aussi une forme d'altruisme, ouais. Mais c'est pas encore bodhicitta. Ouais, Oui, bodhicitta, parce qu'il y a elle l'esprit naît, d'éveil de bodhicitta. voilà, exactement. Oui. Ouais, il y a la compassion, il y a la grande compassion, il y a la responsabilité universelle, etc. Donc tout ça, Mhm. ça relève de l'altruisme, mais bodhicitta, c'est vraiment spécifique. Oui, il y Ouais, a le côté esprit d'éveil. oui. Bodhicitta égale esprit d'éveil, hein. Mhm. Ouais, Ouais, c'est le ouais. mot sanskrit pour esprit d'éveil. Ouais. Ouais. Mais c'est pareil, puisque comme on dit dans les textes que de toute façon, Bodhisattva, enfin, on a tous l'esprit de Bouddha en nous, Mhm. naturellement, elle est présente. Alors, on dira que la graine de l'éveil demeure dans notre continuum et qu'on ne peut pas on peut pas l'éliminer. Ouais, personne ne nous l'a offerte et personne ne peut nous la reprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bodhicitta dans notre continuum pour autant. Par contre, Bah, il y a les voiles qui font qu'on ne le voit pas. ouais, développer bodhicitta pourrait être une preuve qu'on a la graine de l'éveil, par contre. Mais si on a une graine, la graine, elle est bien dans ton continuum, non? Oui, oui, oui.
Donc, si tu as la graine de bodhicitta, elle La est graine de, obligatoire. la graine de Bouddha, pas la graine de bodhicitta, ouais. Ouais. C'est pas la même chose. D'accord. Ouais. Oui, parce que, alors, c'est pour ça qu'on tu le places dans une conscience principale. Oui. Enfin, quand je dis tu, c'est. Oui, oui. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que la graine de Bouddha, la nature de Bouddha, elle est double. Il y a un aspect permanent et un aspect impermanent. Ouais. Ok. Et donc, on pourrait dire que cette graine de Bouddha, elle est inactive tant que la grande compassion n'a pas été développée. C'est la grande compassion qui permet d'activer le lignage de Bouddha, Hmm, la graine de Bouddha, hmm. ouais, la nature de Bouddha. Ouais. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas, elle est voilée parce que la Matsutra nous parle beaucoup aussi des voiles. Oui. Et quand elle est inactive, elle est voilée. Est-ce qu'on peut dire ça? On pourrait dire oui, que elle n'est pas apparente ou elle n'est pas, personne ne la soupçonne en fait d'une certaine manière tant Ouais. qu'elle n'est pas activée. Ouais, personne ne la soupçonne dans notre continuum. Ouais, c'est même d'ailleurs pourquoi certains ont essayé de dire que tout le monde n'avait pas la nature de Bouddha. Mm, Certains le pensent. Ouais. mm, Par exemple, les Vaibhashika ou d'autres, etc., diront, ou certains Chittamatra parleront de lignage définitif, etc. Et donc, ils diront que soit certains peuvent obtenir l'état d'Arat et jamais l'état de Bouddha, certains obtiennent l'état de Bouddha et jamais ne passent par l'état d'Arat, certains passent par l'état d'Arat pour obtenir l'état de Bouddha, etc., etc. Ouais, donc, il y a dans la tradition bouddhiste, certains diront que tout le monde n'a pas la nature de Bouddha. C'est bien la preuve justement qu'elle est cachée d'une certaine manière, hein. Hmm. Parce que mm, si elle était évidente, personne ne se poserait la question. Tout le monde se dirait, bah si, tout le monde a la nature de Bouddha. mm. Ouais. Donc en effet, tant qu'elle reste inactive, elle n'est pas perceptible. Il faut l'inférer, la déduire logiquement, etc., etc., lire des textes, etc. Qu'est-ce qui permet d'activer la nature de Bouddha? C'est la grande compassion, pas la compassion, la grande compassion. Ouais. Si Hmm. la grande compassion est développée dans le continuum de quelqu'un, à ce moment-là, ça active son lignage marianiste, son lignage de l'éveil, et cette personne va activer sa nature de Bouddha, et donc va entrer ensuite progressivement dans les pratiques qui lui permettent de développer bodhicitta, et donc d'entrer dans les voies marianistes qui permettent de nourrir cette graine. Ouais? Ouais, Ok. Très bien. Très bien, très bien. ouais. Ok. Donc bodhicitta, en effet, c'est conceptuel, même si ça peut être une conscience principale. Donc ce Hmm. sera une conscience principale mentale, si c'est conceptuel, ouais, parce que comme vous savez, les concepts ne peuvent jamais exister dans les consciences sensorielles. Oui. Ok, très bien, bravo. Oh là là, c'est croustillant. Ah oui. Ouais, Ok. Donc sur les voies des apprentis, donc ça veut dire sur les 4 premières voies, bien, est-ce que la question de Sabine, est-ce qu'on a creusé, est-ce qu'on a répondu ou pas? Par rapport à ta question, par rapport aux voies et tout ça, c'est plus clair ou pas? Il y a quand même, je me posais la question parce que voilà, je me posais la question, on dit que tu as bodhicitta, d'aspiration, d'engagement et pour moi, ça te permet de cultiver cet esprit d'éveil et après tu as le renoncement vraiment définitif et tu rentres dans les voies. Moi, je le voyais comme ça. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Mmh. Parce que, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, il y a que, d'une certaine manière, si on met ensemble les Shravaka, les Pratyeka Buddha, si on les met ensemble pour simplifier, on n'a que 2 voies possibles. Soit les voies qui mènent à la libération individuelle, soit les voies qui mènent à l'éveil omniscient. Oui, Ouais, OK. Donc imaginons quelqu'un, vous savez très bien que, pour entrer dans une voie du véhicule fondamental, au minimum syndical, il faut le renoncement spontané. Ouais. C'est-à-dire que pour que quelqu'un entre dans le véhicule des Shravakas et Pratyeka Buddha, pour que cette personne entre, ne serait-ce que sur la voie d'accumulation du véhicule fondamental, cette personne doit nécessairement avoir le renoncement spontané. Vous êtes d'accord?
Spontané, ça veut dire qu'il a tout le temps dans la vie de tous les jours, il n'est pas du tout attaché à aucun dharma mondain. Oui, exactement. C'est plus conceptuel, enfin c'est conceptuel puisque c'est mental, tu m'as dit que c'est ça. Mais Alors en fait, hem, c'est, on pourrait pas le formuler comme ça, c'est conceptuel parce que c'est mental, non. C'est mental parce que c'est conceptuel. Dans ce cas-là, oui, ça fonctionne. C'est mental parce que c'est conceptuel. ouais, je vois pas pourquoi il y a. Enfin bon, d'accord, c'est bon. Pour le moment, Ah c'est ouais, alors pourquoi est-ce que c'est conceptuel? En fait, c'est là où ça pose question, en effet. Mais parce que si c'était une réalisation directe, ça poserait question, ouais. Il faudrait réaliser directement, ce qu'est l'ignorance fondamentale et cetera. Il faudrait réaliser directement ce qu'est le nirvana et cetera. Donc il faudrait, en fait, casser la vitre avec le miroir avec le marteau qui est de l'autre côté. Ouais, il faudrait, d'abord réaliser le nirvana avant même de le réaliser. Si le renoncement était une réalisation directe. Parce que le renoncement, c'est quoi? C'est chercher à obtenir la libération, le nirvana, ouais, pour soi-même, ouais. Et donc si on dit que cette réalisation du renoncement est directe, ça veut dire que cette personne réalise directement le nirvana, avant même d'entrer dans les voies, ou avant même de les avoir parcourues jusqu'à leur terme. tu peux répéter le renoncement, c'est Le renoncement, c'est quoi? C'est, quand on parle de renoncement spontané, bien sûr, c'est cette aspiration à obtenir la libération individuelle, non? oui, c'est une aspiration. Et quand on l'a vraiment réalisé, on a le nirvana, c'est-à-dire qu'on n'a plus les voiles afflictifs c'est ça. En fait, voilà, si c'était réalisé directement, Hein. ça veut dire qu'il faut que la personne réalise directement ce qu'est la libération individuelle et pour la réaliser directement, il faut l'obtenir, non? Oui, attends, j'ai plus beaucoup de batterie, alors tu continues, j'essaye de bidouiller mon truc et puis voilà. Oui, tu peux brancher ton truc, ouais. Exactement. Oui, quand on dit, OK, cette aspiration à obtenir la libération, ouais, ce renoncement, ouais, si on dit, OK, que ce n'est pas conceptuel, soit c'est conceptuel, soit ça ne l'est pas, vous êtes d'accord? Ça peut pas être les 2. Et si ce n'est pas conceptuel, c'est nécessairement une réalisation directe. Mmh. OK. Et donc si c'est une réalisation directe, ça veut dire que la personne qui développe ce renoncement, elle serait sur la voie d'accumulation, tout en étant sur la voie au-delà de l'apprentissage, puisqu'elle aurait réalisé le nirvana dès le départ, d'une certaine manière. Ouais. Bah, le nirvana des deux premières écoles. Le Est-ce nirvana qu'il y a, est-ce qu'il individuel, y a ouais. une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence entre le nirvana des Pratyeka Bouddha et le nirvana du Mahayana. Oui, oui, ce qu'il faut voir, c'est que, OK. Parce qu'il y a une différence de fin, en fait. On a d'un côté le voile du karma, de l'autre côté le voile des illusions, il me semble. Oui. Tu me le dis. Hem, alors le voile karmique, il ne sera pas mentionné par tout le monde, il pourrait être mentionné, dans certains contextes, par Kalu Rinpoché et cetera. Mais OK, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que OK, donc comme on a dit, soit on a une autoroute qui mène vers la libération individuelle, soit on a une autoroute qui mène vers l'état de Bouddha, pour le bien de tous les êtres. Vous êtes d'accord? Mm. Oui, OK, très bien, OK. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que si vous êtes sur une autoroute, vous n'êtes nécessairement pas sur l'autre. Vous pouvez pas être sur d si vous n'avez qu'une voiture, vous pouvez pas être sur 2 autoroutes en même temps. Vous devez Bah, nécessairement choisir à la bifurcation. Soit vous choisissez la libération individuelle, soit vous choisissez la libération de tous les êtres. ah, et, ouais. et quand tu choisis la libération, par exemple, individuelle, tu parcours les 5 voies et tu arrives, c'est un arat du véhicule fondamental ou arat véhicule fondamental et Bouddha du véhicule fondamental, c'est la même chose alors. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ok. Et si tu prends l'autre voie, donc la voie mahayaniste, où ton objectif c'est de te libérer pour pouvoir aider tous les êtres à se libérer, tu vas devoir parcourir ces 5 voies pour devenir finalement un Bouddha, parce qu'il n'y a que le Bouddha qui peut aider les autres, c'est ça?
Voilà, exactement, ouais. Donc, soit on est sur les voies du véhicule fondamental, soit on est sur les voies mahayanistes. Mm. OK, très bien. OK. Donc ça, c'est très important d'avoir clairement ça à l'esprit, ouais, pour éviter de mélanger les choses et cetera. Ça veut dire que soit vous décidez d'aller à Paris, soit vous décidez d'aller à Bordeaux. C'est pas du tout la même autoroute. Ouais, excuse-moi, là où je suis un peu confus, c'est que les maîtres qui ont leur vœu de moine, par exemple, manifestent les deux voies. Comment ça? Euh, enfin, la voie du moine, qui par excellence est la voie du renoncement, alors Hinayana, je suis désolé, j'ai des termes un peu anciens, des pratiques à Bouddha, c'est un des éléments qui permet de caractériser cette voie-là. Donc, un grand maître qui enseigne le Mahayana, en fait, qui enseigne le grand véhicule et les pratiques à Bouddha, il est sur les deux voies en même temps. Alors en Non? fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que qu'est-ce qu'une voie, comme on l'a dit, tout à l'heure, c'est une claire réalisation. Donc c'est quoi? C'est un état d'esprit. D'accord. Ouais, c'est une conscience, une Ok, voie. dans ce sens-là, oui, ok. D'accord. Ouais, On ne peut pas être sur les deux. D'accord. ouais. Et Hmm. donc soit on a une conscience dans notre, continuum. Cette conscience, soit elle aspire à la libération individuelle, soit elle aspire pas à la libération individuelle, elle aspire à la libération de tous les êtres. On peut Hmm. pas avoir 2 voies contradictoires dans la même conscience, dans le même continuum. Ouais, Ok. ça c'est impossible. Hmm. Par contre, bien sûr que un maître peut très bien enseigner une voie ou une autre, sans nécessairement être dans cette voie-là. Ouais. Ouais. D'ailleurs, les bodhisattvas sont censés avoir tout maîtrisé de toute façon. Ouais, ça, c'est ce qu'on apprend dans l'Abhisamayalankara, et cetera. Mais le bodhisattva, lui, il se trouve dans une voie mahayaniste nécessairement, ouais. Ouais. Hmm. Parce que la Même motivation si est la même. voilà, c'est la motivation qui fait la distinction. Soit vous voulez aller à Bordeaux, soit vous voulez aller à Paris. Et donc, en fonction de votre aspiration, vous allez soit vous diriger vers une destination, soit vers une autre. Vous ne pouvez pas être sur 2 autoroutes en même temps, vous êtes d'accord? 2 Mm. autoroutes qui sont, qui divergent. Ouais, OK, très bien. Et donc, qu'est-ce qui fait en effet qu'on se trouve sur une voie? C'est qu'on a au minimum syndical le renoncement. Ça veut dire qu'un bodhisattva, un bodhisattva a nécessairement bodhicitta spontané. Ouais, donc ça veut dire qu'au moment où quelqu'un devient un bodhisattva, au moment où quelqu'un génère bodhicitta spontané, en même temps, cette personne génère le renoncement spontané. Hmm. C'est en même temps. Exactement. Sinon, ça voudrait dire que cette personne pourrait être sur une voie mahayaniste sans être sur une voie. Parce que pour entrer sur une voie, il faut le renoncement. Donc, Exactement. d'accord, donc c'est d'accord. Alors, comment t'expliques quelqu'un qui rentre sur une voie? Oui, c'est en renonçant. Pardon, c'est bon. Excuse-moi. Ouais, Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc quand on dit aspiration et engagement, l'esprit d'éveil, c'est avant de rentrer sur les voies. comment ça? Ben, dans les cours, on dit que tu as deux types pour avoir bodhicitta. Il y a la bodhicitta d'aspiration et d'engagement. Oui, Donc, cette bodhicitta d'aspiration où tu as envie, mais tu n'as pas pris, enfin, tu ne pratiques pas. La bodhicitta d'engagement, tu vas décider de pratiquer. oui. Cette bodhicitta d'engagement, est-ce que tu es déjà sur les voies? Ça veut dire que, est-ce que tu as déjà le renoncement et la bodhicitta ou pas? Nécessairement. Donc ça veut dire que l'aspiration, c'est tu n'as pas le renoncement, tu as Si, alors à partir du moment où tu as bodhicitta, tu as obligatoirement le renoncement. nécessairement. Si tu as bodhicitta spontané, Et oui, mais si on l'a pas, la plupart d'entre enfin nous on l'a enfin, moi je l'ai pas, ça, moi non plus, enfin moi je je veux suis dire pas un bodhisattva. Mais ça oui, veut dire que mais tu as quand ça même tu quand même tu essayes de développer de façon, factice, tu essayes de la cultiver, enfin oui, de oui, oui, et donc là tu es ni sur la voie d'aspiration, ni d'engagement, ni rien du tout là? rien du tout. Tant que c'est artificiel, c'est pas encore bodhicitta. Hmm. La vraie bodhicitta, quand vous lisez dans les textes, on parle de bodhicitta et cetera. La vraie bodhicitta dont il est question dans les textes, c'est toujours une bodhicitta spontanée. Et donc c'est soit une bodhicitta,
d'aspiration, soit une bodhicitta d'engagement. C'est nécessairement l'un ou l'autre. Non? Oui, mais oui, Que je ce n'avais pas soit compris. d'aspiration ou d'engagement, c'est toujours spontané. Ouais. C'est ce que tu viens de dire, hein, j'ai bien ce que j'ai Oui. compris. D'accord. C'est-à-dire Ok. que si on s'entraîne, par exemple, si on essaie de méditer bodhicitta, parce qu'on a reçu les instructions pour méditer sur le lamrim, etc., on essaie de méditer bodhicitta sur la base de la compassion, la bienveillance, etc. On ne parle pas encore des bodhicitta d'aspiration, bodhicitta d'engagement, parce que c'est encore artificiel. Le jour où ça deviendra spontané, on pourra parler de bodhicitta d'aspiration, bodhicitta d'engagement. D'accord. Ouais. Donc là, à notre niveau, on ne fait qu'essayer de préparer notre continuum pour entrer là-dedans. Oui, exactement. Ouais, ça veut Et, dire que mais on alors à ce pratique. moment-là, Oui. comment tu différencies, du point de vue de la bodhicitta spontanée, comment tu différencies la bodhicitta d'aspiration de la bodhicitta d'engagement? Alors, il y a différents points de vue par rapport à ça. Par exemple, le Bodhisattva Shantideva dit que la bodhicitta d'aspiration, c'est souhaiter se rendre quelque part, et la bodhicitta d'engagement, c'est s'y rendre de manière effective. Ça veut dire se mettre en chemin, se mettre en mouvement vers cette destination. Et donc, certains ont dit que la bodhicitta d'aspiration n'existe qu'au tout début de la voie mahayaniste, et que après tout le reste n'est que bodhicitta d'engagement. Parce Hmm. qu'après, le bodhisattva, il prend les vœux de bodhisattva, il pratique les 6 perfections, etc., etc. Ouais. Donc certains disent cela, d'autres diront que non. Par exemple, Gyatso, etc., diront que la bodhicitta d'aspiration, c'est une bodhicitta spontanée, nécessairement, bien sûr, mais qui n'est pas conjointe aux pratiques des bodhisattvas, qui n'est pas directement conjointe aux pratiques des bodhisattvas. Alors qu'une bodhicitta d'engagement, c'est une bodhicitta spontanée nécessairement, mais qui est directement conjointe avec les pratiques des bodhisattvas. La pratique du don, de l'éthique, de la patience, etc., etc. Réunir un entourage pour aider cet entourage, etc., etc. Ouais, donc c'est pourquoi ça pose question, parce que C'est sans euh, fin. un, ouais, un bodhisattva, un Arya bodhisattva, par exemple, qui est en train de réaliser directement la vacuité, est-ce qu'il pratique les pratiques des bodhisattvas ou pas? Ben non. Enfin, oui et non. Hmm. Bah, il me semblait que la générosité, c'est au niveau de la première terre, donc de la vision, non? Alors en fait, il y a une différence entre pratiquer une perfection et parachever une perfection. Oui, d'accord. On Par exemple, s'entraîne. nous, on s'entraîne à pratiquer les perfections, heureusement d'ailleurs, hein, parce que s'il fallait nous s'entraîner aux perfections qu'au moment où on est des bodhisattvas, on pourrait attendre longtemps. Ouais, donc nous, on s'entraîne à pratiquer les perfections. Ça ne veut pas dire qu'on les ait dans notre continuum. Un Arya bodhisattva du premier bhumi a parachevé la perfection du don. Ouais. Et sur le second bhumi, aura parachevé la perfection d'éthique, etc., etc., etc. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les pratiquer, ces perfections, avant de les avoir parachevées. C'est pour ça qu'on nous donne des vœux d'inspiration ou de bodhisattva, alors qu'on n'en est pas capable, c'est simplement pour nous entraîner à essayer Oui, de les. exactement. Certains diront ça. Par exemple, Geshe Gansen, Vénérable Geshe Gansen Ananda dira qu'on ne prend pas vraiment les vœux de Oui, Bodhisattva, et on ne oui. prend pas vraiment les vœux tantriques, etc. On s'y entraîne. Hmm. Ouais. D'autres diront si on les prend vraiment, etc., il faut faire attention de ne pas les briser, etc., etc. Donc ça dépend vraiment des points de vue. Mais c'est intéressant ces points-là parce que c'est pas nécessairement abordé dans l'auric, c'est abordé dans les perceptions directes yogiques, mais d'une manière assez brève. Mais c'est important ces questions-là, justement, parce que personnellement, moi, pendant des années, j'étais persuadé être dans les voies mahayanistes, alors que non, pas du tout. On Hmm. s'entraîne à pratiquer le Mahayana parce qu'on essaye d'avoir une motivation de bodhicitta, une motivation artificielle de bodhicitta. Donc on pratique le Mahayana. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans les voies mahayanistes, parce que pour être dans les voies mahayanistes, ça reste des réalisations extrêmement élevées. Il faut être un vrai bodhisattva pour être dans les voies mahayanistes. Je- Et un vrai bodhisattva, chacune de ses motivations est nécessairement mêlée à bodhicitta, spontanée. C'est énorme comme réalisation. Mm. Là-dessus, tu parlais des boumis. Est-ce qu'il y a des textes accessibles pour quelqu'un qui ne lit pas le tibétain?
Des textes accessibles, pas sur les vraiment, terres. parce que il y avait à l'époque aux éditions Vajrayogini, il y avait les terres et les voies ou les terres et les chemins, euh, commenté par Geshe Lobsang, mais c'est très difficile avec un vocabulaire un peu ancien, un peu désuet, etc. Ça n'a pas été Mhm. remis à l'ordre du jour. Et on ne comprend pas grand-chose. Ouais. Il y avait un enseignement donné par Venerable Geshe Gensen pendant le Peba à Nalanda, quand on avait terminé, je crois, les écoles philosophiques. Il nous restait encore un peu de temps, je crois qu'il nous restait 3 semaines. Et pendant 3 semaines, il a commenté un texte de la Madhya Tsumpa sur les terres et les voies. Donc à ce moment-là, il faudra retrouver les audios. Et c'est intéressant à ce titre-là. Mais sinon, je suis en train de chercher. Mais j'ai un truc sur le Mahamudra Geshe, comment il s'appelle? Un Sakyapa. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait, qui fait que les cités, quoi, un petit peu ce qu'on trouve dans le Dharmapédia, quoi. À ce moment-là, oui, peut-être le plus détaillé, ce serait le Madhyamaka Avatara d'Acharya Chandrakirti, ouais, sur les bhumis. Parce que justement, il y a 10 chapitres Mhm. consacrés aux 10 bhumis. Ouais, et donc, il explique un petit peu sur chaque bhumi ce qui se passe pour un Arya Bodhisattva. Sur chaque bhumi, il peut se démultiplier et envoyer des émanations dans différentes terres de Bouddha, recevoir des enseignements de différents Bouddhas, aider différents êtres, etc. Et à chaque boumi, ça se démultiplie par 10, je crois. Il y a un zéro qui est gagné à chaque fois. Et donc 100, 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Ah oui, Et plus les qualités qui sont développées, les facultés méditatives, etc. Donc ça, c'est détaillé dans le Madhyamaka Avatara de Acharya Chandrakirti, commenté par Lama Tsongkhapa dans, comment ça s'appelle? The Illumination of the Intent en anglais. Et donc, dans ce cas-là, alors bien sûr, l'Amazon Kappa et Acharya Chandrakirti se focalisent sur le sixième bhumi, puisque c'est sur la sagesse. Et donc, c'est là-dessus que le gros du bouquin tourne. Ouais, mais après, le reste, pour les qualités des bhumis, c'est assez succinct pour le reste, hein. Il mentionne en effet les qualités des Arya, Bodhisattva, etc. Mais c'est surtout quand on étudie la Bisamaya Alamkara qu'il y a beaucoup de détails par rapport à ces bhumis, ces voies, etc., etc. Ouais. oui. Et Attends. donc, le livre dont tu parlais en anglais, là, sur les commentaires, Ouais. C'est euh, The Illumination of the Intent, je crois, comment ça s'appelle en anglais. The Illumination? Hum, En fait, c'est la clarification de l'intention. Ouais, c'est le Gongpa-Ratzel, Illuminating the Intent. Ouais, ça c'est en anglais. Illuminating the Intent, c'est le commentaire de la Matsongkhapa du Madhyamakavatara d'Acharya Chandrakirti. Ouais. Merci. Et donc là, oui, c'est détaillé, mais c'est surtout un prétexte pour expliquer ce qu'est la vacuité, ouais, dans le chapitre 6. Ah, Ouais. d'accord. Hmm. Ok. Très bien. Donc là, en effet, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'une voix, c'est une conscience, c'est une cognition. Ouais, c'est un état de réalisation. Ouais. Et donc, c'est ça, une voix. Et donc, si on n'a pas au minimum syndical le renoncement spontané, on ne peut pas prétendre être entré dans une voie. Ce qui explique que les maîtres passent leur temps à nous parler de notre précieuse renaissance humaine disponible, dans l'utiliser et de travailler l'éthique pour, pour réduire nos activités négatives, essayer de faire un maximum pour aller vers le renoncement. En fait, on n'en est qu'à un niveau plus que basique, enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Oui, parce que pour ne serait-ce que comprendre le renoncement, c'est pas si évident, hein. Si vous posez la question, si vous faites un micro-trottoir chez les bouddhistes, que veut dire le renoncement? C'est compliqué. Certains diront, ah bah, c'est réduire le chocolat, c'est ré- Et réduire. ça, et ça, c'est le bas du trottoir, hein. Ça commence par là. Ça commence par là. Il faut bien commencer par Oui, quelque chose. oui. J'ai pas pu renoncer au chocolat, moi. Là. Je suis en plus bas que le trottoir. Certains diront, c'est renoncer aux existences inférieures. Ouais, et donc dans ce cas-là, c'est un type de renoncement partiel.
Ouais, certains diront c'est renoncer à n'importe quelle renaissance contaminée. Donc dans ce cas-là, ça c'est le vrai renoncement. Ouais. Mais que veut dire une renaissance contaminée? Est-ce que tout le monde le comprend vraiment? Que veut dire la contamination? Que veut dire la souffrance omnipénétrante, et cetera? Que veut dire la prison samsarique, et cetera? Est-ce qu'on le comprend tous vraiment? Renaissance non contaminée, c'est génial ça. Hein? Ouais. Hein, Oui. on rêve tous de ça, et même les chrétiens, ils en rêvent. Alors je sais pas, parce qu'il faut savoir Ils ce que ne veulent veut pas dire, renaître, ils restent ici là-haut. Ah bah, ah ouais. c'est non contaminé apparemment le ciel. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils comprennent ce que veut dire la contamination, la vraie contamination qui est l'apparence d'existence inhérente? Faut aller faire un micro-trottoir chez les chrétiens. Ouais, ça poserait question, en effet, hein. Même chez les bouddhistes, hein, qui Mm. comprend vraiment ce que cette contamination la plus vicieuse qu'est l'ignorance fondamentale? Qui comprend vraiment ce qu'est l'ignorance fondamentale? L'ignorance qui saisit un soi, qui comprend vraiment ce que veut dire, ce que voudrait dire existence inhérente si ça existait. Mm. Et donc, en effet, c'est ce que dit sa sainteté un peu, et chez les maîtres Gelugpa en général, ils se posent cette question-là. Ils se disent, est-ce qu'on peut vraiment cultiver un vrai renoncement authentique sans avoir compris ce qu'est l'ignorance fondamentale, sans avoir compris la vacuité? Certains diront oui, d'autres diront non. C'est, Et sa sainteté dira qu'on peut développer un vrai renoncement, même sans rien y comprendre, à la vacuité, à l'ignorance fondamentale, etc. Mais le renoncement qui est de meilleure qualité qui soit, c'est un renoncement qui est fondé sur la cognition valide de ce qu'est l'ignorance, qui empêche la libération, de ce qu'est la vacuité, qui permet la libération, etc., etc. Ouais, c'est là qu'on comprend vraiment les quatre nobles vérités, dans toute leur splendeur. Et donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisonnement et de méditation. Mm. Ouais, Mm. pour avoir un renoncement de meilleure qualité. Ça veut dire qu'on comprend ce à quoi on renonce. On comprend la possibilité de la libération grâce à la vacuité, etc., etc. Et donc ça fonctionne aussi bien sûr pour bodhicitta. Bodhicitta de meilleure qualité, c'est une bodhicitta qui comprend ce qu'est l'omniscience et donc qui comprend ce que sont les voiles qui empêchent l'omniscience et donc qui comprend l'apparence d'existence inhérente et la saisie d'existence inhérente, etc., etc., etc. Ouais, c'est pas simplement, ah, mon maître m'a dit qu'il fallait que je renonce à la souffrance et donc je vais développer des méditations qui permettent C'est de coupé. renoncer à la souffrance. C'est beaucoup plus chiadé que ça, finalement, pour avoir un renoncement ou une bodhisattva qui serait de la meilleure qualité qui soit. Ouais, ça vous parle? Ouais, Ouais. merci. Impeccable. Eh ben, c'est génial. Donc, on essaiera de continuer la fois prochaine à partir de la page, c'était quoi, la page 135. Ok, merci beaucoup. Et les débats ce soir, pour ceux qui ont envie de De continuer à faire travailler mal. Oui. avec ces outils conceptuels permettant finalement, ultimement, de comprendre ce qu'est le renoncement, ce qu'est bodhicitta, etc. C'est les débats qui permettent ça aussi, qui donnent ces outils conceptuels. Ouais. Ok, merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci pour Merci. vos Merci, questions, vos salut Philippe. interventions et bonne journée. Ciao, C'est un vrai ciao. plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao. Salut. Merci.